Est-ce que l'entreprise Soco a réellement cédé à la pression des organisations de défense de l'environnement? Est-ce que finalement ces organisations ont obtenu gain des causes sur ce plateau? Je reçois François Écouyer, député national, rapporteur également de la commission environnement au Parlement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Claude. Vous êtes parmi ceux qui s'accrochaient avec justement ces organisations, la société civile y compris, sur justement cette problématique de l'exploitation du pétrole dans le lac, plutôt dans le parc de Virunga. Vous avez perdu finalement? Non, pas du tout. D'abord, vous présentez très mal les choses. Je n'ai jamais eu des accrochages avec la société civile ni les organisations qui défendent la nature. Nous avons eu des débats intellectuels où les points de vue parfois convergent, parfois divergent. C'est normal. Mais simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu ou qui a gagné? Non, personne n'a perdu, personne Oui, parce n'a que de gagné. l'autre côté, on crie au triomphe. Non, je crois que c'est une mauvaise interprétation de l'accord qu'il y a eu entre Soco et WWF. L'accord que Soco a eu avec WWF consiste en ceci, que Soco ne va pas faire de l'exploration ni l'exploitation du pétrole dans d'autres patrimoines universels de l'humanité. Et qu'il allait suspendre l'exploration après la première phase. La première phase, c'est la sismique et les relevés géologiques. Et donc, il ne passera pas au forage avant qu'il n'y ait un accord entre le gouvernement de la République et l'UNESCO. Accord qui devrait déboucher, si jamais les résultats que Soco va présenter au gouvernement nous montrent qu'il y a du pétrole en quantité exploitable, Oui. à ce qu'on puisse déclasser une partie du parc de Virunga. À ce moment-là, on pourrait y exploiter du pétrole. Et on ne pourra donc plus parler du fait d'exploiter du pétrole dans un aire protégé parce que cet espace-là déclassé ne serait plus un aire protégé. Et donc, que les gens crient à la victoire, je ne sais pas qui gagne en quoi. Parce qu'on doit quand même lire cette campagne avec un œil des Congolais et non pas avec un regard d'Occidentaux qui, à un moment donné, donnent l'impression qu'ils nous infantilisent. Et ils veulent que nous restions toujours des pays qui ont la main tendue. Parce qu'il est quand même inimaginable, inacceptable que si nous découvrons qu'il y a des quantités importantes du pétrole, c'est que les indices actuels nous donnent l'impression que nous risquons d'avoir, qui puissent nous permettre, disons, d'avoir tout autour de 5 milliards de dollars d'impôts qui seraient payés par une société par an, et que nous, on dise on n'exploite pas ce pétrole. C'est quand même n'est pas nous aimer, nous, Congolais. Alors, quelle est la vérité dans cette histoire? Est-ce que Soco s'est désengagée ou elle continue? Soco, jusqu'au moment où je vous parle, continue. Parce que jusqu'à ce matin, il y a des médias qui disent toujours que voilà, Soco a jeté l'éponge. Soco n'a pas pris ni l'engagement de jeter l'éponge pour le moment, ni dans les faits, Soco n'a pas arrêté la première phase de l'exploration dont je vous ai parlé, qui est la sismique et le relevé géologique. Après, il y aura des analyses de ces données pour pouvoir certifier s'il y a un système pétrolier dans le lac Édouard. Mais, comme je viens de vous dire, l'étape actuelle, avec les informations que nous glanons ça et là, nous montre que nous allons beaucoup plus vers la probabilité d'avoir une grande quantité de pétrole dans le lac Édouard que de ne pas en avoir. Et donc, il revient à la responsabilité de la République démocratique du Congo de savoir qu'est-ce qu'il fait de ces ressources. Est-ce que nous pensons que nous sommes suffisamment riches pour ne pas exploiter une source de revenus comme celle-là? Est-ce que nous sommes convaincus que le tourisme peut nous donner autant d'argent aussi facilement et rapidement? Est-ce que nous pensons que nous sommes confortables de rester pauvres comme nous sommes? Il nous revient à nous de prendre des Alors, qu'est-ce décisions. qui peut expliquer cet acharnement de toutes ces organisations? Il y a même la société civile du Nord Kivu qui a été aussi emballée là-dedans. Non, je crois que l'engouement est lié à des faits que j'appelle plutôt des conséquences que des causes. Aujourd'hui, quand je parle avec les Occidentaux, j'ai discuté avec certains d'autres encore qui sont venus d'un pays européen la semaine dernière,
Ils se disent qu'au Nigeria, on produit du pétrole, mais il y a encore la pauvreté. En Angola, on produit du pétrole et il y a encore la pauvreté. Mais est-ce que c'est le pétrole qui entraîne la pauvreté ou c'est une mauvaise utilisation de la manne pétrolière qui entraîne la pauvreté? Donc c'est l'organisation. C'est ça. Et donc on ne peut pas se dire qu'on empêche à un agent de télé 50 d'avoir son salaire parce qu'après l'avoir eu, il va prendre la bière au lieu de s'occuper de sa famille. C'est la responsabilité de celui qui reçoit des revenus de pouvoir bien les gérer. Mais on ne peut pas dire qu'on empêche des gens d'avoir des revenus parce que généralement les pays africains n'utilisent pas correctement les revenus qu'ils obtiennent des ressources naturelles. C'est biaisé, de mon point de vue, l'analyse, et on doit laisser au Congo d'avoir ces ressources et de les juger sur la façon de les utiliser. Voilà, je reviens à vous, honorable, après justement le rappel de titre de l'actualité. Le ministre des Transports, Justin Kalumba, a confirmé jeudi la liquidation des STUC et Citytrain. C'est malgré le sit-in organisé mercredi dernier par les agents de STUC et Citytrain qui réclamaient la relance de leur entreprise. Citytrain et STUC, créés respectivement en 1989 et 2006, sont actuellement en arrêt. La quasi-totalité de leurs bus ne roule presque plus. Après les accrochages entre les armées congolaises et rwandaises, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, appelle au calme. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC exhorte la RDC et le Rwanda à désamorcer la tension et à s'abstenir de tout acte de violence. Martin Kobler, qui a également affirmé la mission onusienne est prête à appuyer toute initiative visant la restauration de la stabilité dans la zone frontalière entre la RDC et le Rwanda. Laurent Gbagbo sera jugé par la Cour pénale internationale. Les juges de la CPI ont confirmé jeudi les preuves présentées par le procureur contre l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo, qui est accusé de 4 chefs de crime contre l'humanité, à savoir meurtre, viol et autres actes inhumains, persécution. Les deux parties ont 5 jours pour demander la possibilité de faire appel. Et puis en sport, Brésil 2014, la Seleção a débuté son mondial par une victoire face à la Croatie, 3-1, mais la soirée n'a pas été facile pour les Brésiliens. Menés au score pendant près de 30 minutes, la rencontre a également été marquée par des polémiques autour de l'arbitrage. Neymar, avec un doublé, Oscar, sont les deux buteurs du Brésil, tandis que Marcelo a marqué contre son camp. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité ce matin en RDC, en Afrique et à travers le monde. Nous sommes sur ce plateau en train de parler de l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. En tout cas, il y a encore beaucoup de controverses à ce sujet. Est-ce que la SOCO s'est désengagée? Je suis donc avec le député national François Écuyer, qui est rapporteur adjoint de la commission environnement au Parlement. Dans l'opinion, on dit finalement que la RDC ne sait pas valoriser son potentiel environnemental. Je ne crois pas. Je crois qu'il fut un temps où les tourismes, très particulièrement les tourismes dans les parcs nationaux, ont apporté un peu de moyens à la République démocratique du Congo. Mais ces moyens, de tout temps, ont été marginaux. Même si les gens prétendent que le tourisme amène plus de revenus aux communautés locales, un dirigeant ne regarde pas qu'une petite communauté locale autour d'une petite activité. Un dirigeant regarde les revenus globaux que l'État engage et qui peut permettre à ce que l'État s'occupe de tous les citoyens. Et donc, nous estimons que le tourisme doit être encouragé. Et les causes qui ont empêché que le tourisme se développe ces quelques 20 dernières années, ce n'est pas l'exploitation pétrolière parce qu'elle n'a jamais existé dans ces aires protégées. C'est plutôt les guerres multiples que nous avons connues et qui ont décimé beaucoup d'animaux. Vous vous rappelez encore en province orientale, dans la réserve à faune d'Okapi, où on a abattu froidement, récemment, je crois il y a une année, quelques okapis. Dans le parc Virunga, c'est une monnaie courante que tous les groupes armés qui s'y trouvent ou qui s'y trouvaient faisaient un commerce de viande boucanée régulièrement avec les animaux du parc. Et donc, voilà les menaces réelles qui
pesé sur nos parcs nationaux, bien évidemment, la pauvreté des populations aussi, qui étaient obligées d'aller s'alimenter dans les parcs, faute d'avoir un élevage convenable ou faute d'avoir un lopin de terre pour cultiver. Donc il faut aujourd'hui que la valorisation du tourisme ou de nos réserves puisse se faire en harmonie avec la vie des populations environnantes. Il faut que ceux qui gèrent nos parcs nationaux aujourd'hui pensent non seulement aux mécanismes pour pouvoir repeupler les parcs, ce qui est une très bonne chose, de protéger les animaux et les végétaux, mais en même temps penser à la vie des populations qui vivent autour de ces parcs. Parce que il est certes anormal que les populations congolaises ne visitent pas les animaux, mais aussi on a l'impression quand même que on conserve la plupart du temps pour les autres et non pas pour nous-mêmes. Et ces personnes, même si elles pourraient bien avoir envie d'aller voir un lion ou un léopard, ils n'en tirent pas la même satisfaction qu'un homme qui a mangé, qui a bu, qui est à l'aise. Vous comprenez bien qu'un villageois préfère bien aller cultiver les champs pour avoir les produits de son alimentation que d'aller contempler les animaux. Est-ce qu'entre la RDC, tel que Soko le souhaite, et l'UNESCO trouveront finalement un terrain d'entente? Nous croyons qu'ils vont trouver un terrain d'entente parce que nous ne serons pas les premiers pays à devoir demander un déclassement partiel des aires protégées. Les plus récents, les cas les plus récents, je crois, c'est en Tanzanie, où les Tanzaniens ont voulu exploiter l'uranium et ils ont déclassé une partie de l'air parc en accord avec l'UNESCO. Et donc, nous, si nous sommes convaincus, après la première étape d'exploration faite par Soko, qu'il y a du pétrole dans les parcs de Virunga, on devra déclasser une petite partie du parc où l'exploitation pétrolière se ferait. Encore qu'il faut que les gens sachent que 50% du bloc 5 de Soko se trouve en dehors du parc. Donc, mais s'il se fait que l'endroit où on pense, particulièrement dans le lac Édouard, qu'il y a du pétrole, il faudrait bien qu'on accepte de les déclasser pour que cette ressource puisse profiter aux générations actuelles et préparer l'avenir des générations futures. Alors on parle d'une potentialité inouïe dans ce parc. C'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que regorge réellement ce parc? Je crois que pour le moment, les résultats sont encore très partiels. Au niveau de l'exploration, comme je vous ai dit, Soko n'est qu'à la première phase d'exploration qu'on appelle la sismique et ils vont bientôt passer au relevé géologique et ils pourraient clôturer cette première phase d'ici le mois de mai, selon l'information que nous détenons. Mais déjà, ils ont des indices qui les font croire que nous pourrons avoir une quantité importante de pétrole dans les lacs Édouard. Et donc, nous devons attendre, bien évidemment, que les résultats qu'ils auront obtenus soient traités et analysés pour nous donner des indications claires de la quantité, mais il y a des présomptions de plus en plus sérieuses qu'il y a du pétrole en grande quantité dans le lac Édouard. Mais on ne peut pas donner des chiffres ni des estimations aujourd'hui, faute d'avoir fini les études qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Alors, on parle également d'un accord entre Soko et les organisations de défense de la nature. Maintenant, ça sert à quoi? Si L'accord qui a été signé entre Soko et WWF, en fait, avait comme objectif de calmer les investisseurs, pour ainsi dire, occidentaux, qui sont sensibles à ces questions et à cette médiatisation que WWF a fait de ces problèmes. Et donc, aujourd'hui, cette accalmie va avoir lieu parce que WWF s'est engagé à arrêter les poursuites qu'il avait faites contre Soko. Et ils ont bénéficié de l'arbitrage de l'OCDE pour pouvoir garantir que Soko fonctionnera sur base des normes de l'OCDE, qui est une question de crédibilité au niveau extérieur et qui permet à ce que sur les marchés boursiers, Soko soit mis coté, mais aussi que les investisseurs qui commençaient à être un peu inquiets sur l'avenir de leur investissement, parce que l'investissement pétrolier, ça s'est fait en des millions, si pas des milliards de dollars. Et donc, des gens qui se disent que tôt ou tard, on devra arrêter parce que les pressions sont fortes,
étaient inquiets et certains même menaçaient de quitter Soko. Et donc aujourd'hui, on pourra, je veux dire, Soko pourrait travailler dans une certaine accalmie parce qu'au moins, il y aurait, nous l'espérons en tout cas, les négociations vont s'entamer entre notre